Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver donc pour cette nouvelle édition de votre programme semi-hebdomadaire Égypte à la une en ce lundi le 23 août 2021. Tout de suite, on commence notre tournée dans l'actualité locale. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé l'attachement de l'Égypte à renforcer ses relations historiques qui remontent à plus de 100 ans et qui témoignent d'une coopération diversifiée et fructueuse entre les deux parties, a affirmé le porte-parole de la présidence Bassam Radi. Le chef de l'État a tenu ses propos lors de sa rencontre dimanche avec le chef de la diplomatie serbe, Nikola Selakovic, en visite actuellement en Égypte pour discuter des relations bilatérales et des perspectives de la coopération future entre les deux pays. Pour rappel, l'Égypte et la Serbie se sont évertuées à fonder le mouvement des non-alignés dans les années 60 du siècle passé. On enchaîne toujours avec les nouvelles de la présidence. Le chef de l'État a reçu lundi 16 août Toshimitsu Motegi, le ministre japonais des Affaires étrangères. Le président Sisi a d'abord félicité le Japon pour le succès des Jeux olympiques de Tokyo. Il a affirmé le grand intérêt que porte l'Égypte au développement de la coopération avec le Japon dans de nombreux domaines, notamment ceux de l'économie et de l'investissement. Le point dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a invité le Japon à profiter des grandes opportunités d'investissement en Égypte, saluant la haute performance des entreprises japonaises en Égypte et de leur expertise dans le domaine de la technologie de pointe. Le président a tenu ses propos en recevant lundi 16 août M. Toshimitsu Motegi, le ministre japonais des Affaires étrangères. De son côté, le ministre japonais a affirmé que le Japon attache une importance toute particulière à ses relations avec l'Égypte, vu l'importance du rôle égyptien pour consolider la stabilité et la paix au Moyen-Orient. Le ministre japonais a également affirmé l'aspiration de son pays à renforcer les relations économiques avec l'Égypte et à augmenter le volume des investissements japonais dans le contexte de la croissance économique et du développement global que connaît actuellement le pays. Il a dit apprécier les mesures prises afin de faciliter le travail des entreprises japonaises en Égypte. Il a de même souligné la volonté du Japon de coopérer avec l'Égypte pour faire avancer le processus de développement global, soulignant l'intention du Japon d'intensifier ses efforts dans la mise en œuvre de projets bilatéraux avec l'Égypte, en particulier au niveau de la technologie, de l'énergie, des transports, du Grand Musée égyptien qui est une icône de la coopération entre les deux pays et de l'expérience pionnière des écoles japonaises en Égypte. Au cours de l'entretien, les deux parties ont également examiné certains dossiers régionaux d'intérêt commun. Le responsable japonais a affirmé le soutien de son pays aux efforts égyptiens dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme au Moyen-Orient. Il a également dit apprécier les efforts déployés par l'Égypte visant à restaurer le calme, reconstruire la bande de Gaza et reprendre le volet politique permettant de mettre fin à l'occupation israélienne du territoire palestinien. Les deux responsables ont aussi échangé les points de vue sur les derniers développements de la situation en Afghanistan, exprimant leur préoccupation que cette question devienne un facteur de troubles supplémentaires. Les deux pays se sont accordés sur l'importance de parvenir à des solutions politiques aux crises régionales, soulignant la nécessité de poursuivre les consultations, en particulier en ce qui concerne les efforts conjoints de préparation de la prochaine session du sommet Japon-Afrique en Tunisie l'année prochaine, afin de consolider le succès de la présidence conjointe entre l'Égypte et le Japon de la 7e session du sommet qui s'est tenue à Yokohama en 2019. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu jeudi Peter Lürssen, le PDG allemand. Lürssen, opérant dans le domaine de l'industrie des navires de guerre et de frégates. Selon le porte-parole de la présidence, les entretiens ont porté sur le développement des industries maritimes et des plans de développement technologique dont a besoin cette industrie stratégique. Alors, les deux parties ont également examiné les plans liés au développement technologique dont a besoin cette industrie stratégique, et ce, dans le cadre du vif intérêt qu'accorde l'État pour améliorer tous les aspects relatifs à l'industrie maritime et à la construction navale afin d'atteindre les plus hauts niveaux de technologie moderne, en plus de la formation de la main-d'œuvre, notamment les ingénieurs et les techniciens. Et le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni dimanche avec le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, et du président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Hossam Rabia, ainsi que le président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, Mohamed Yahya Zaki, et du chef du génie militaire, le général d'état-major Ehab El-Far, apprend-on de la page officielle du porte-parole de la présidence de la République. Alors, le chef de l'État a fait le suivi des activités du canal de Suez, ainsi que des projets d'investissement qui sont établis
pays dans la zone économique. La réunion a également porté sur les efforts conjoints relatifs au développement de l'axe économique du canal. L'amiral Rabia a passé en revue les taux du mouvement de navigation depuis le début de l'année et ce jusqu'à présent, y compris les recettes et le nombre des navires ayant traversé le canal, outre le volume des marchandises qu'il transportait. L'amiral Rabia a affirmé à cet égard que le canal a connu une hausse remarquable de tous ses taux en comparaison à la même période l'année passée. Le chef de l'autorité du canal a également parlé des efforts menés pour développer les compétences des cadres humains, en plus des démarches du réaménagement et de développement du secteur sud de la voie maritime du canal de Suez, ainsi que les efforts de la reprise des efforts visant à augmenter la compétence des lacs de Manzala, de Bardawil et de Moriout. Et l'Égypte a consacré 1 milliard de dollars à des projets de modernisation et d'extension du canal de Suez au cours de l'exercice 2020-2021. La mesure permettra notamment la mise à jour des équipements de l'autorité du canal en vue d'accroître la capacité de cette infrastructure. Le point dans ce commentaire. Le gouvernement égyptien envisage d'investir 16,9 milliards de livres égyptiennes au cours de l'exercice financier 2020-2021 pour la modernisation et l'extension du canal de Suez. C'est ce qu'a annoncé Hala Saïd, la ministre égyptienne du Plan et du Développement économique. Les travaux vont concerner notamment l'achèvement de la construction de 4 tunnels sous le canal, 2 dans le gouvernorat de Port Saïd et 2 dans celui d'Ismaïlia. Le projet d'investissement servira également à améliorer les équipements de l'autorité du canal de Suez, principale institution gestionnaire de la zone, afin de la rendre plus sûre. Grâce au nouveau plan, les autorités égyptiennes espèrent accroître la capacité du canal de Suez, qui est l'un des fleurons de l'économie du pays. Percé entre 1859 et 1869, et nationalisée en 1956, cette artère majeure du commerce maritime international est considérée comme l'un des maillons les plus importants des chaînes d'approvisionnement mondiales en raison de son importante situation géographique en tant que voie de navigation reliant la mer Méditerranée via Port Saïd à la mer Rouge via Suez. D'après la ministre du Plan et du Développement économique, les revenus du canal ont atteint environ 5,73 milliards de dollars pour l'exercice 2018-2019, faisant de la zone l'une des principales sources de devises étrangères de l'Égypte. Néanmoins, le ralentissement du commerce mondial lié à la pandémie du coronavirus pourrait faire baisser les revenus de cette année. Et on va parler d'un autre port, cette fois-ci le port de Sorna, qui est une enclave économique et commerciale de libre-échange qui est actuellement en plein essor de développement dans l'objectif de devenir l'une des principales portes d'entrée de l'Afrique. Le point dans ce commentaire. Le port de Sorna, enclave économique et commerciale de libre-échange, est un projet conjoint de 2 géants, l'autorité du canal de Suez et DP World. Ils travaillent ensemble à encourager les investissements étrangers. La plupart des entreprises qui viennent investir à Sorna y établissent des activités qui facilitent leurs opérations. C'est pour cela que Sorna peut se targuer d'être l'un des hubs les plus importants avec 87 entreprises présentes actuellement, comme l'a affirmé Ajay Kumar Singh, directeur général du DP World Sorna, avant d'ajouter que le port était en plein développement dans l'objectif de devenir l'une des principales portes d'entrée de l'Afrique. La zone internationale de Sorna se trouve à environ 120 km du Caire. Des liaisons routières de bonne qualité la relient aux 18 millions d'habitants de la capitale. Une manne de consommateurs potentiels qui, de leur côté, peuvent bénéficier grâce à l'expérience de DP World d'un meilleur accès à des biens et services. Les indicateurs macroéconomiques de l'Égypte se sont stabilisés au cours des 2 dernières années, notamment le PIB et la croissance des échanges, a fait remarquer Ajay Kumar Singh. Le pays fait également partie du marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA, ce qui lui donne assez de force pour faire du commerce au sein du continent africain, a estimé le directeur général de DP World Sorna, et d'ajouter que l'Égypte est aussi en train de devenir l'un des centres de distribution pour toute l'Afrique. Il a enfin rappelé que le gouvernement égyptien avait récemment établi une liaison entre Sorna et l'Afrique de l'Est vers Mombasa au Kenya, et Dar es Salaam en Tanzanie, ce qui constitue selon lui un autre élément essentiel pour le pays. La ville du 6 octobre verra bientôt la construction du premier port sec d'Égypte. Et oui, les travaux évalués à 176 millions de dollars seront exécutés par un consortium germano-égyptien pour une concession de 30 ans. Alors, livrable dans 2 ans, il servira d'alternative au port d'Alexandrie et de Dekhela. Je vous propose d'en voir plus de détails à travers ce commentaire.
Le gouvernement égyptien a approuvé en décembre 2020 le projet de loi portant attribution du contrat de conception, de construction et de gestion du premier port sec d'Égypte dans la vie du 6 octobre. Fruit d'un partenariat public-privé, le futur port sec, dont le coût du projet s'élève à 176 millions de dollars, sera exécuté par un consortium germano-égyptien. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD, dont l'Égypte est un membre fondateur, a approuvé un prêt de 29,6 millions de dollars au profit du consortium chargé de construire le premier port sec intérieur d'Égypte dans la vie du 6 octobre. La BERD a déclaré que le prêt faisait partie d'un programme d'investissement total de 60 millions de dollars mobilisés pour le financement de la conception, le développement, la construction et l'exploitation ainsi que l'entretien de la plateforme. Le chantier du futur port sec est prévu pour durer 2 ans. Selon les termes du contrat, la pleine propriété sera transférée à l'État après 30 ans de concession. Il sera construit sur son fait d'environ 420 000 mètres carrés. La première phase est prévue pour se terminer d'ici fin 2021. Une fois achevé, il aura une capacité de manutention de 720 000 conteneurs par an. Sa mise en service devrait limiter l'accumulation de marchandises et de conteneurs dans les ports importants d'Alexandrie et de Derhela, ce qui contribuera à réduire le coût de la manutention sur ces plateformes. Premier des 8 ports secs que le gouvernement envisage de construire, le port sec de la ville de 6 octobre offrira près de 3 500 emplois directs et indirects, avait indiqué le ministre égyptien des Transports Kamel El-Wazir, notant qu'il contribuera au développement du quartier industriel de la ville du 6 octobre et des zones adjacentes. La compagnie El Nasr pour la fabrication des voitures a commencé samedi 21 août à expérimenter nombre de voitures électriques E70 dans les rues égyptiennes en coopération avec une société mondiale de covoiturage. La compagnie El Nasr a importé 13 voitures de la holding chinoise pour les tester sur les routes égyptiennes et déterminer les spécifications finales de la voiture qui doit être fabriquée localement, a indiqué le ministère du secteur public des affaires dans un communiqué, cite l'agence presse L'Amena. Tout de suite, le point dans ce commentaire. L'Égypte a commencé samedi 21 août à expérimenter les voitures électriques dans les rues du pays avant le lancement de la production à grande échelle de ces véhicules à compter de la seconde moitié de l'année 2022. 13 véhicules électriques importés seront testés dans les rues égyptiennes pour 3 ou 4 mois pour une distance de 30 000 km à la voiture, comme l'a annoncé Hicham Taoufik, ministre du secteur des entreprises publiques, à l'occasion du lancement de la voiture électrique Nasr E70. 9 des voitures électriques seront testées par des conducteurs désignés par une société mondiale de covoiturage opérant en Égypte. La construction automobile El Nasr, qui relève du ministère du secteur des entreprises publiques, devrait commencer la production de la Nasr E70 au milieu de l'année 2022. Le ministre a précisé que le ministère avait commencé à étudier le projet de production des voitures électriques dès la seconde moitié de l'année 2019 dans le cadre des efforts de réforme et de développement de ces sociétés affiliées comme la relance de la société Nasr. Ce projet s'inscrit dans la tendance mondiale des voitures électriques et s'aligne sur les directives du président Abdel Fattah al-Sisi qui vise à développer des véhicules utilisés pour l'énergie propre, a fait savoir le ministre. Il a rappelé que la Dongfeng Motor Corporation, l'un des plus grands constructeurs automobiles de Chine, est partenaire de la production du véhicule Nasr E70. Un accord entre Al-Nasr et Dongfeng a été signé au mois de juin 2020 après des mois de négociations. Le PDG d'Al-Nasr souligne que 3 types de modèles de voitures électriques seront disponibles en Égypte en fonction de la capacité de la batterie. Les batteries seront initialement fabriquées en Chine et la production sera transférée ultérieurement en Égypte. Les essais des voitures importées se poursuivront jusqu'à 4 mois selon un certain nombre de modalités égyptiennes et avec différents conducteurs. Le Nasr E70 peut atteindre une vitesse de 145 km/h et parcourir jusqu'à 400 km avec une seule charge. Le ministre a encore annoncé que la subvention gouvernementale de la voiture s'élèverait environ à 50 000 livres égyptiennes afin de soutenir le marché local. L'Égypte est avec le Maroc le principal bénéficiaire d'Afrique du Nord du programme de financement vers GEF, qui est mis en œuvre par la BERD d'une valeur de 341 millions d'euros. Il permet au pouvoir ou au pays d'avoir accès au financement supplémentaire pour ces ménages et ces PME. Le point dans ce commentaire.
La Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD a accordé un prêt de 42,6 millions d'euros à une des plus grandes banques de l'Égypte pour financer des projets verts réalisés par des ménages et des petites et moyennes entreprises en Égypte. Sur ce montant, 6,4 millions d'euros de financement concessionnel ont été fournis par le Fonds vert pour le climat. L'Union européenne a également contribué à ce financement vert avec 4,3 millions d'euros au titre du Fonds de l'Union européenne pour les paiements incitatifs aux projets qui sont mis en œuvre et vérifiés avec succès. L'Union européenne fournira également 6,2 millions d'euros d'assistance technique à toutes les institutions financières participantes et à leurs clients. Outre le financement de projets verts des ménages et des petites et moyennes entreprises, les fonds permettront à la Banque égyptienne d'accorder des prêts aux petites et moyennes entreprises opérant dans les secteurs de la construction, de l'agroalimentaire, de l'industrie, du commerce et des services. Les fonds bénéficieront également aux petites et moyennes entreprises qui développent des projets dans les domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité de ressources. La BERD estime que ce financement permettra de mener à bien les activités d'atténuation et d'adaptation au changement climatique et contribuera à la transition vers une économie plus verte. Heike Harmgaard, directrice générale de la BERD pour le Sud et l'Est de la Méditerranée, s'est dite très heureuse de déployer le deuxième mécanisme de financement de l'économie verte en Égypte avec le soutien de l'Union européenne et du Fonds vert pour le climat pour promouvoir les investissements verts conformément à leur stratégie de transition vers une économie verte. Elle a déclaré que grâce à leur partenariat avec des banques égyptiennes, ils avaient pu soutenir les petites entreprises et le commerce et augmenter le financement de projets plus écologiques. L'entreprise suédoise Azelio installera 20 unités pour le stockage de l'électricité produite à partir de systèmes solaires photovoltaïques en Égypte. L'entreprise suédoise obtient cette commande d'une société égyptienne spécialisée dans le développement dans le cadre d'un projet de développement d'agriculture écologique en Égypte. Le point dans ce commentaire. Azelio gagne un nouveau marché en Afrique du Nord. Pour un montant de 1,5 million de dollars, l'entreprise basée à Göteborg fournira à l'Égypte 20 unités de stockage d'électricité produite à partir des sources renouvelables. Le contrat est obtenu auprès d'une entreprise égyptienne spécialisée dans le développement, la mise en œuvre et la gestion de systèmes d'infrastructures dans les secteurs de l'eau, de la technologie et des énergies renouvelables. Azelio compte y installer ses unités SPOD. Il s'agit d'un système qui stocke l'énergie renouvelable dans de l'aluminium recyclé et qui fournit de l'électricité et de la chaleur à la demande. Les systèmes de stockage sont installés dans le cadre d'un projet d'agro-village durable et de plateforme d'entrepreneuriat safe, de conservation d'énergie dans l'oasis de Mokra, dans le gouvernorat de Marsa Matrouh, au nord de l'Égypte. L'oasis est composée d'un petit lac de 4 km² contenant de l'eau saumâtre, des marais salants et des roseaux. Le projet auquel s'associe Azelio permettra l'installation de mini-réseaux électriques alimentés par le solaire photovoltaïque. Le système de stockage permettra aux mini-grids d'alimenter les installations agricoles après le coucher du soleil. Les panneaux solaires installés dans l'oasis auront une capacité totale de 260 kW. Les unités de stockage, quant à elles, afficheront une capacité cumulée de 3,3 MW. Azelio estime que ces installations permettront aux agriculteurs de tirer 85% de leurs énergies de sources renouvelables. Azelio et l'entreprise égyptienne mettront en place une entreprise commune pour déployer leur technologie. Les systèmes de production d'énergie solaire avec stockage permettront de réduire de la consommation de diesel des exploitations agricoles de 232 mètres cubes par an, réduisant ainsi les émissions de 603 tonnes équivalent CO2 sur la même période. Et l'ambassadeur d'Égypte à Moscou, Ehab Nasr, a annoncé que 60 vols seraient organisés depuis la Russie vers Hurghada et Sharm el-Sheikh par semaine, avec 30 vols vers chacune des deux villes à partir du 27 août courant. Alors rappelons que le premier avion transportant des touristes russes a atterri le 9 août à l'aéroport de Sharm el-Sheikh, marquant le rétablissement du trafic aérien entre la Russie et l'Égypte suspendu en 2015. Un commentaire. L'aéronef avec 512 passagers russes à bord s'est posé lundi 9 août à l'aéroport de Sharm el-Sheikh dans le gouvernorat du Sinaï Sud pour toucher la terre égyptienne pour la première fois depuis presque 6 ans de suspension de vol avec la Russie. La partie égyptienne a organisé dans l'aérogare une cérémonie festive consacrée à la reprise des échanges touristiques avec la Russie. Le président du conseil d'administration de la compagnie publique Aéroport d'Égypte, le général Ahmad Mansour, a indiqué
Les énormes travaux consentis par les autorités égyptiennes afin de préparer l'accueil des touristes russes. M. Mansour a annoncé que l'arrivée des avions avec des touristes russes à Sharm el-Sheikh et à Hurghada a été organisée suite à des efforts importants qui ont été entrepris dans divers aéroports d'Égypte, qu'on avait désormais 7 vols de la compagnie nationale aérienne par semaine, soit 4 vols à Hurghada et 3 à Sharm el-Sheikh. Les compagnies aériennes russes vont effectuer 10 vols, 5 à Sharm el-Sheikh et 5 à Hurghada, a ajouté le responsable. Il a souligné l'importance du retour des touristes en provenance de Russie dans des hôtels égyptiens et leur rôle dans le développement du secteur hôtelier du pays. Et d'ajouter que toutes les mesures de sécurité, notamment dans le domaine sanitaire, ont été prises. Tous les employés de l'industrie hôtelière de Sharm el-Sheikh et d'Hurghada étant vaccinés contre le Covid-19. Moscou avait suspendu la communication aérienne avec l'Égypte en novembre 2015 suite au crash le 31 octobre d'un avion de la compagnie russe Kogalimavia dans le Sinaï. Les 217 touristes et 7 membres d'équipage de l'avion reliant Sharm el-Sheikh à Saint-Pétersbourg avaient péri. Pendant plusieurs années, des spécialistes russes ont mené des inspections dans les aéroports du Caire, de Hurghada et de Sharm el-Sheikh. Jeudi 5 août, l'ambassade de Russie en Égypte a déclaré que Moscou avait pu s'assurer que les autorités égyptiennes avaient fondamentalement renforcé la sécurité dans les aéroports et les villes touristiques du pays, ce qui garantissait des vacances sécurisées et confortables à ses concitoyens. Allez, tout de suite, étant donné qu'on parle de tourisme, on va parler d'un musée très important. Il s'agit du musée de la Nubie, qui est construit en 1997, qui a été créé par l'UNESCO dans le cadre de la campagne internationale pour l'établissement du musée. Alors, il abrite les découvertes résultantes des fouilles de la sauvegarde des monuments de la Nubie. Sur une superficie de 50 000 mètres carrés, le musée renferme une riche collection des monuments de Nubie, presque 3000 pièces. Je ne vous en dis pas plus, regardons tout de suite en images. Le musée de la Nubie à Assouan a ouvert ses portes au public en novembre 1997. Il a remporté un vif succès pour la qualité de sa conception et de ses collections. Le musée de la Nubie abrite les découvertes réalisées au cours des fouilles conduites dans le cadre de la campagne internationale de l'UNESCO pour la sauvegarde des monuments de Nubie menacés par la construction du haut barrage d'Assouan dans les années 1960. Exposant nombre des quelques 3000 pièces mises au jour lors des fouilles, le musée est également le dépositaire de l'histoire et de la culture nubienne. Ces collections présentent en effet la Nubie depuis la préhistoire et jusqu'à nos jours. Le musée a été conçu par l'architecte égyptien Mahmoud Al-Hakim. Le musée de la Nubie occupe un espace de 50 000 mètres carrés en bordure du Nil à Assouan. 7 000 mètres carrés ont été utilisés pour la construction du musée. Le musée, qui se veut la reconstitution de l'architecte traditionnel d'un village nubéen qui a été achevé en grès et en granit rose, fut l'un des lauréats du prix Araran d'architecture en 2001. Fruit des efforts menés à l'international lors de la campagne internationale de l'UNESCO pour la sauvegarde des monuments de Nubie afin de sauver ceux-ci des eaux du lac Nasser derrière le haut barrage d'Assouan, le musée de la Nubie dévoile l'une des nombreuses civilisations égyptiennes. Il a également un rôle communautaire pour le peuple nubéen. Il offre en effet un programme éducatif majeur et cherche à sensibiliser les communautés locales, nationales et internationales à l'histoire et à la culture de la Nubie. Le musée de la Nubie abrite un centre de recherche et de documentation sur l'archéologie, l'histoire et la culture de la Nubie, ainsi que de l'équipement relatif à la campagne internationale de l'UNESCO. Il est entouré d'un parc paysager qui l'intègre dans la topologie locale et permet de présenter l'environnement nubéen à travers un espace d'exposition en plein air. Et tout de suite, je vous emmène une autre destination, un petit peu plus au nord du désert blanc, se trouve le désert noir, proche de l'oasis de Bahareya, un peu plus éloigné de celui de Farafra
une des oasis les plus proches du Caire après celle de Fayoum. Vraiment une escale qui mérite le détour car les merveilles que vous allez y trouver vont vous fasciner à vie. Je vous propose de voir tout de suite donc ce désert noir à travers ce reportage. Le désert noir est situé au sud de l'oasis de Farafra, au Sahara occidental. Ce nom vient du fait qu'une couche de poudre noire recouvre ces montagnes, ses hauts plateaux et son sable. Le désert noir est caractérisé par ses collines isolées qui constituent l'une des caractéristiques les plus importantes de ce paysage. De plus, les collines varient en taille, en composition, en hauteur et en forme, car certaines sont de couleur foncée composées de dolérite et de quartzite de fer, tandis que d'autres sont de couleur plus rougeâtre, car ces roches de surface sont constituées de grailles de fer. Quelques-unes des collines du désert sont composées de calcaire blanc. À la périphérie du désert noir, il y a des collines volcaniques noires brillantes qui donnent à l'endroit un charme particulier au lever et au coucher du soleil. Quant aux nuits lunaires, et surtout lorsqu'il y a une pleine lune, le désert ressemble à une peinture à l'huile d'une station balnéaire au milieu des nuages. De plus, vers la fin du désert, il y a des collines volcaniques noires qui prouvent l'épuration de la dolérite, qui est un matériau volcanique sombre remontant à la période jurassique, soit il y a 180 millions d'années. Ces éruptions ont entraîné la formation de ce type de roches noires. La montagne Al-Marsous est l'une des montagnes les plus célèbres du désert noir. Il s'agit d'un cratère volcanique entièrement recouvert de jaspes volcaniques. Ce matériau est magnifiquement réparti sur la montagne comme s'il dessinait les rides du temps sur ces rochers et lui donnait la gloire et la vénération de l'histoire. Un autre exemple est la panorama montagneuse que les visiteurs du désert noir utilisaient pour grimper pour prendre des photos panoramiques du désert noir d'un point culminant. Et c'est de là qu'il tire son nom panorama montagneuse. Quant à la montagne des Anglais, elle est considérée comme la plus célèbre de toutes. C'est une attraction touristique historique où les touristes se rendent pour visiter les ruines qui remontent à la Première Guerre mondiale. Pendant cette période, les forces d'occupation britanniques ont utilisé cette montagne pour y stationner leurs troupes car c'est le point culminant du désert noir. En étant au sommet, ils pourraient détecter toute infiltration des forces ennemies. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition, mais également les programmes en langue française. On se retrouve à 18h à nouveau pour le journal en langue française. Tout de suite, je donne la relève à mes collègues de la section anglaise. Très bonne suite de programmes sur Night TV International. Au revoir.